Belle matinée de printemps, la campagne a revêtu son manteau vert tendre et la senteur des premières fleurs embaume. Il fait bon vivre. Artisans et cultivateurs du village se remettent avec entrain à leurs besognes quotidiennes. Les cheminots, eux aussi, retrouvent ce matin leur travail de chaque jour. 2 agents de la brigade venant à pied du hameau voisin arrivent au passage à niveau à l'instant où leur chef de canton sort de sa maison pour se rendre, comme eux, au travail. Nos 3 amis prennent la direction du chantier à l'intérieur des emprises. Première et grave imprudence, ne marche donc pas sur les têtes des traverses en tournant le dos au train qui pourrait te surprendre, mais comme ton camarade, emprunte la piste de droite en te tenant à 1,50 m au moins du rail voisin. Beaucoup d'accidents mortels surviennent parce que cette prescription n'est pas respectée. Il est également dangereux de se couvrir les oreilles lorsqu'on circule sur le chemin de fer, car cela peut empêcher d'entendre venir les trains. Le chef de canton, qui chemine dans la voie de droite pour en vérifier l'état, marche dans le bon sens, c'est-à-dire à la rencontre des trains. Il est prêt à descendre sur l'accotement à l'approche d'un convoi dont il peut facilement apercevoir l'arrivée. Un coup d'œil en arrière, de temps à autre, lui évitera d'être surpris par un train croiseur ou une circulation à contre-voie. Un train est en vue, garons-nous réglementairement. Il a bien le temps de ramasser sa casquette et il a encouru un grave danger. Heureusement que le chef de canton a prévenu son geste. Cet agent du service électrique à bicyclette sur la piste de gauche est bien chargé. Un faux mouvement pourrait lui faire perdre le contrôle de sa direction. Et voilà. Il est dangereux de transporter sur une bicyclette des objets lourds et encombrants. Il est également dangereux de transporter sur une bicyclette des objets susceptibles d'engager le gabarit. Dangereux de circuler à 2 personnes sur la même bicyclette. Dangereux enfin de circuler à bicyclette par temps de visibilité réduite, brouillard, neige, etc. Nos 3 amis arrivent sur un viaduc. Attention au train là-bas. Estimant qu'ils peuvent atteindre le refuge le plus proche, ils s'y rendent en hâte. Le chef de canton, attentif, a bien remarqué le signal annonçant la circulation d'un train supplémentaire. Il fait les recommandations utiles à ses agents et les emmène rapidement hors du viaduc. Si vous n'avez pas eu le temps de vous garer dans un refuge de pont ou dans une niche de souterrain, n'hésitez pas, voilà ce qu'il faut faire. Et prenez bien soin de ramener vos vêtements près du corps. Pendant que nos piétons continuent leur chemin, 2 autres agents de la brigade arrivent à bicyclette devant les barrières du passage à niveau. Ayant mis pied à terre, ils pénètrent dans l'enceinte du chemin de fer par le portillon et traversent les voies en tenant leur machine à la main. Ils empruntent la piste de droite, qui est cyclable, comme indiqué sur la consigne de leur brigade. Un train arrive à leur hauteur. L'un a mis pied à terre. Il a interpellé son camarade qui, en dépit du règlement, continuait à rouler. Tout agent circulant à bicyclette sur une piste doit mettre pied à terre lorsqu'un train approche sur la voie contiguë. Les voici repartis. On paraît vraiment en sécurité sur une si belle piste.
Ah, j'avais parlé trop vite. En voilà un qui vient d'échapper de justesse à l'accident. À la traversée d'un passage à niveau ouvert, il est interdit de franchir la route sans descendre de bicyclette. Si l'on exige que vous descendiez de vélo au lieu de franchir le PN d'un coup de pédale, c'est pour éviter l'accident stupide comme celui auquel votre camarade vient d'échapper. Nos cyclistes arrivent maintenant au passage supérieur voisin. Ils sont prudents cette fois et savent que dans tous les cas, il faut descendre de machine au droit d'un ouvrage d'art. Regardons-les faire. Le viaduc sera franchi à pied également. La circulation à bicyclette le long des lignes à voie unique est régie également par les mêmes règles de sécurité. Toutefois, sur un certain nombre de lignes où les conditions réglementaires exigées pour la circulation ont fait l'objet de certaines dérogations, il vous est remis une consigne personnelle ainsi libellée. L'agent Gauthier est autorisé à circuler à bicyclette sur la piste longeant la voie unique de Vermenton à Acollet. Mais il ne devra s'engager à bicyclette sur cette piste qu'après avoir l'assurance de ne pas être dépassé pendant son trajet par un train de même sens. Il devra se renseigner en temps utile à cet égard auprès des agents des stations ou de la voie. Respectez scrupuleusement les prescriptions de cette consigne, car le pied de la banquette étant sur ces lignes moins éloignées du rail, vous pourriez, lorsqu'un train vous dépasse et que vous mettez pied à terre tardivement, être accroché et renversé par un véhicule. Bonjour, chef. Y a-t-il quelque chose se dirigeant vers Acollet? Non, rien avant 16h10. Merci, alors je peux y aller. Voilà un agent qui respecte le règlement. Il évitera les accidents. Faites toujours comme lui. Nos cyclistes ont rattrapé leurs 3 camarades et tous arrivent à hauteur du chantier qui se trouve sur la voie principale de gauche. Vont-ils traverser immédiatement? Non, car une machine au pied est en vue sur la voie de droite. Ils restent garés sur la piste où ils se trouvent, comme le chef de canton leur en a donné l'ordre. Ne soyez donc pas si pressés, n'entendez-vous pas le train croiseur? Sans la prudence du chef de canton, un grave accident pouvait survenir. Maintenant, on peut y aller. Le chef de canton donne l'ordre de traverser et la brigade se trouve au complet. Le chef de canton distribue l'outillage et l'équipe va se mettre au travail. Ah, j'oubliais ma trompe. La visibilité étant insuffisante, le chef de canton assure lui-même la sécurité de ses hommes.
Il est dispensé en conséquence de tout travail personnel et il s'est muni de sa trompe d'appel pour commander le garde à vous à l'approche des trains. Attention, garde à vous, les hommes s'estiment immédiatement le travail et se portent avec leurs outils sur l'accotement le plus proche, à 1,50 m au moins au bord du rail. Et vous deux là-bas, voulez-vous vous garer plus vite que ça? Bien des accidents graves sont dus à des garages tardifs. Le train approche. Garés réglementairement, les hommes regardent dans sa direction pour s'assurer qu'aucun objet en saillie n'est susceptible de les blesser. Le chef de canton donne à la voix l'ordre de reprise du travail et chacun regagne son poste. Viens en voir ici, toi. Ah, le maladroit. Est-il blessé? Oui, il faut s'en occuper sur le champ. Le chef de canton, qui est secouriste, va panser son agent. Mais auparavant, il désigne le sous-chef de canton pour le remplacer pendant son absence. Il lui remet sa trompe d'appel en lui faisant les recommandations utiles. Précaution indispensable. Une équipe doit toujours être placée sous la surveillance d'un agent. De même, lorsqu'un protecteur ou une sentinelle est dans la nécessité de s'absenter, ne fût-ce que pendant quelques instants, il ne peut le faire qu'après s'être fait remplacer par un autre agent. Sinon, il doit faire suspendre le travail et faire garer les hommes de l'équipe avant de s'éloigner et le travail n'est repris qu'à son retour. À l'aide du nécessaire de secours, le chef de canton donne les premiers soins aux blessés. Nettoyage et pansement sommaire de la plaie. Cette précaution est très importante, car une blessure légère soignée tardivement entraîne souvent des conséquences graves. Un poignet douloureux, la fracture est à craindre. Et le chef de canton commande au cantonnier de se rendre à la visite du médecin. Et voici la brigade diminuée d'un agent. Le chef de canton paraît contrarié. Il a repris la direction de la brigade. Un train survient sur l'autre voie, un coup de trompe et l'équipe se gare comme précédemment, mais cette fois-ci, tous sont obéis. Le train est passé. Sur l'ordre du chef de canton, le travail est repris. Il y a lieu toutefois de remarquer que l'équipe aurait pu demeurer sur la voie où elle travaille, si le chantier avait été couvert à distance réglementaire, mais en prenant la précaution de se tenir à 1,50 m au moins du rail de la voie voisine. Le jalon garage, dont l'emploi est prescrit par une consigne locale que possède le chef de canton, précise le point où les agents doivent se garer si l'équipe travaille sur une plateforme comportant plus de 2 voies. Ce voyageur, assis sur un marchepied du wagon, est bien imprudent. Mais le temps passe, il est bientôt l'heure d'aller à la soupe. La matinée est terminée.
cette équipe de pleine voie et accompagnons maintenant une brigade de gare. François est toujours parmi les premiers arrivés. Cette bonne habitude lui permet, avant l'embaucher, de s'intéresser aux dispositions prises par son chef pour le travail de la journée. Il cherche toujours à s'instruire, car il a l'ambition de devenir un chef et d'améliorer sa condition pour l'avenir des siens. Bernard lui montre la consigne locale, affichée à l'extérieur de l'abri. Cette consigne comporte un schéma des voies de la gare. Sur ce schéma, les voies sont figurées de différentes façons suivant leur affectation. Ici, les voies principales représentées par un gros trait noir. Là, des voies de service figurées en rouge sur lesquelles on peut faire des lancements ou des manœuvres de refoulement sans pilote à l'avant. Un wagon lancé n'observe pas les signaux d'arrêt qui peuvent lui être présentés. De même, le mécanicien d'une rame refoulée sans pilote à l'avant ne peut généralement, en raison de la longueur de la rame, voir les signaux qui lui sont faits. Enfin, des voies de service non figurées en rouge. Le pilote à l'avant d'une rame en refoulement voit les signaux qui se présentent et peut les répéter au mécanicien. En conséquence, les voies de service ont été, pour la sécurité des agents, classées en deux catégories. Premièrement, les voies dites rouges, sur lesquelles on peut faire des lancements ou des manœuvres de refoulement sans pilote à l'avant. Deuxièmement, les voies dites non rouges, sur lesquelles les lancements et les manœuvres de refoulement sans pilote à l'avant sont toujours interdits. Tous les agents doivent bien connaître ces consignes, car de la catégorie dans laquelle ils sont classés les voies dépendent les mesures de sécurité à prendre lorsqu'on doit travailler sur celles-ci. On trouve les consignes de ce genre affichées en divers points des gares, dépôts, ateliers, etc. C'est sur cette voie de service rouge que l'équipe aujourd'hui va remplacer des traverses. Quelles mesures a prises Bernard pour y travailler en sécurité? Considérant que la surveillance exercée par un protecteur ne donnerait pas une sécurité suffisante, eu égard à la nature du travail à effectuer, il a demandé il y a quelques jours au chef de gare par écrit, au moyen de l'imprimé modèle IF93, l'interdiction des manœuvres sur la voie dont il s'agit. Le chef de gare lui a remis un exemplaire de cet imprimé comportant dans sa partie médiane l'autorisation d'exécution des travaux. Les camarades sont arrivés. On est ponctuel dans cette brigade. Sauf Vincent, bien sûr, l'éternel retardataire. Quelle heure est-il? 7h moins 2? Allons Vincent, dépêchons-nous. Un petit coup de peigne, si on peut dire, en route. Et ta musette? Oh, ça va bien, j'ai pas le temps.
Bernard fait sortir du magasin de la brigade les matériaux et l'outillage dont il sait qu'il aura besoin dans la journée. Car il n'abandonne rien au hasard. Il a examiné en détail hier le chantier sur lequel il doit travailler aujourd'hui. Il a noté avec soin les matériaux et l'outillage qu'il lui faudra sur ce chantier pour faire un travail convenable. C'est là le bon moyen d'éviter pendant le travail les allées et venues entre le chantier et le magasin de la brigade d'agents isolés dont la sécurité est alors compromise et qui perdent ainsi un temps appréciable. Brin de causette. Mais oui, on a tout son temps, les camarades sont de braves types. Ils font le travail pendant que tu te promènes. Enfin, voilà Vincent. Tout le monde t'attendait, mon vieux, tu exagères. On va pouvoir partir maintenant. Il y a des gens qui sont toujours en retard. Ils ont contracté là une bien fâcheuse habitude. Bernard a patienté jusqu'à l'arrivée de Vincent pour partir au chantier. C'est un bon principe d'exiger qu'à chaque embauché, les agents circulent groupés, ce qui atténue considérablement les risques d'accident. L'équipe dépose dans une entrevoie de largeur convenable outillage et matériaux, puis se rend au chantier en emportant une partie de ceux-ci. Le premier soin de Bernard est de mettre l'équipe sous la surveillance d'un agent chargé uniquement de la protéger et dispensé par conséquent de tout travail personnel. Cet agent s'appelle le protecteur. Ceci fait, Bernard met son équipe au travail. L'autorisation d'exécution des travaux délivrée par le chef de gare prévoit la condamnation de la voie par l'immobilisation en position convenable des aiguilles qui en commandent l'accès. Bernard se rend sans tarder à ces aiguilles, s'assure qu'elles sont bien immobilisées comme il convient, à l'aide de boulons de calage munis de cadenas, et se fait remettre les clés de ceux-ci. Auparavant, il avait confié la direction de l'équipe pendant son absence à son sous-chef de canton. Sur certaines régions, on se contente d'immobiliser les aiguilles à l'aide d'un tire-fond. Bernard a maintenant l'assurance qu'aucun mouvement ne sera envoyé sur la voie où travaille son équipe. Comme d'autre part, il n'a pas pour le moment à s'inquiéter des voies contiguës, étant donné que le travail qu'effectuent les hommes leur permet de se tenir à bonne distance de ces voies, il rappelle le protecteur qui se met au travail avec ses camarades. Le travail à exécuter maintenant va obliger les hommes à se trouver bien près de la voie contiguë sur laquelle continuent de s'effectuer des lancements. Mais Bernard est vigilant. Il a pris soin de remettre le protecteur en place. Cette précaution n'est pas superflue.
Bernard regarde sa montre, c'est l'heure du casse-croûte. Chacun se dirige vers sa musette, ils l'ont bien gagné. Le temps accordé pour le casse-croûte est écoulé. Bernard, après avoir placé à nouveau le protecteur, donne l'ordre de la reprise du travail. Toutes les traverses en mauvais état ont été remplacées. Les travaux à faire maintenant peuvent s'exécuter sans qu'il soit indispensable d'interdire les manœuvres sur la voie. D'ailleurs, quelle heure est-il? 10h25. Bernard avait obtenu l'interdiction des manœuvres sur son chantier jusqu'à 10h30. Il va donc pouvoir rendre la voie un peu avant l'heure fixée. Il indique dans la case de l'exemplaire IF 93 que lui a rendu le chef de gare l'heure d'achèvement du travail. Ayant confié à nouveau la direction de l'équipe à son sous-chef, Bernard dit au protecteur qu'il va rendre la voie à la gare, que les manœuvres pourront dès lors être reprises sur cette voie et qu'il doit redoubler de vigilance. Il remet au représentant du chef de gare l'IF 93 qu'il a rempli et restitue les clés des cadenas des boulons de calage. Nouvelle recommandation au protecteur et Bernard retourne au chantier. Quels que soient les travaux qu'exécutera maintenant l'équipe, elle les effectuera toujours sous la surveillance d'un protecteur, étant donné que la voie n'est plus condamnée. L'équipe procède maintenant au ramassage et au rangement provisoire dans une entrevoie de largeur convenable des matériaux retirés de la voie. Puis on songe à la toilette du chantier, car il faut toujours veiller à ne pas laisser les entrevoies ni les accotements encombrés de matériaux, scories, terre ou détritus susceptibles d'apporter une gêne à la circulation des agents. Ceci fait, l'équipe ramasse ses outils en vue de leur transport sur le chantier où elle doit travailler l'après-midi. Retenons donc, premièrement, qu'une équipe travaillant sur une voie de service rouge doit toujours être placée sous la surveillance d'un protecteur. Deuxièmement, que si ce moyen de protection ne paraît pas suffisant, en raison par exemple de la nature du travail à effectuer, de la dispersion de l'équipe, de l'effectif de l'équipe, de l'emplacement du lieu de travail, de la visibilité, etc., l'interdiction de tout mouvement sur la voie en cause doit être demandée au chef de gare par écrit en utilisant l'imprimé modèle IF 93. Troisièmement, que l'équipe ne peut alors se dispenser de protecteur que si deux conditions sont réunies. Premièrement, condamnation effective de la voie autorisée par le chef de gare et immobilisation en position convenable de l'aiguille ou des aiguilles qui en commandent l'accès. Deuxièmement, exécution de travaux n'obligeant à aucun moment les agents à engager le gabarit des voies contiguës. Il est donc formellement interdit à un agent de se livrer seul à un travail quelconque sur ces voies.